Les amis, bonjour, bonjour, soyez les bienvenus au petit déjeuner de Devenir pour agir. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une agréable semaine. Aujourd'hui, j'ai l'honneur, le privilège et le plaisir de recevoir une immense basketteuse, Sandrine Grudin. Sandrine, bonjour, bonjour. Bonjour Emmanuel. Soyez la bienvenue au petit déjeuner de Devenir pour agir et merci de m'accorder quelques minutes de votre temps. Avec plaisir. Merci beaucoup Sandrine. Je voudrais commencer tout d'abord par une citation du film Invictus. L'auteur, un des auteurs, William Ernest Henley, souligne pour se présenter, je le cite, « Je suis ce que mon destin m'a permis d'être, je suis le capitaine de mon navire. » Et vous Sandrine, qui êtes-vous ? Wow, je pense être aussi la capitaine de mon navire. J'aime superviser, j'aime diriger, j'aime manager. Donc ça me parle beaucoup. Ça me parle beaucoup. Avant d'approfondir la réflexion de manière philosophique, peut-être, quelle est, selon vous, non pas comme les autres vous voient, mais selon vous, quelle est votre plus belle qualité ? La générosité. La générosité, ce qui est une très belle qualité, et la générosité que vous avez mise au service de l'équipe de France. Voilà, vous venez de prendre votre retraite de l'équipe de France de basket. Vous êtes la plus grande marqueuse de tous les temps dans le basket. Et puis maintenant, vous êtes devenu entrepreneur, vous avez fondé votre association dont on va parler. Vous êtes au service de la jeunesse martiniquaise. En jeu et jeu, ou jeu et en jeu. Jeu et en jeu. Jeu et en jeu, parce que vous allez me dire pourquoi vous l'appelez de cette manière-là. Mais pour commencer, en tout cas pour poursuivre, je voudrais vous poser la question, finalement, vous êtes sportif de haut niveau, vous avez été sportif de haut niveau, et finalement, qu'est-ce qui, durant toute votre carrière, a influencé qui vous êtes devenu aujourd'hui, c'est-à-dire votre identité ? J'ai dû développer mon leadership en carrière. Ça, c'est indéniable. Au bout d'un moment, on n'est plus à apprendre, mais on doit donner. On doit donner ce qu'on a appris aux plus jeunes qui arrivent. Et donc, j'ai dû développer ce leadership parce que je n'étais pas non plus une grande communicante. Donc, j'ai appris. Et je pense que c'est ce cap-là qui a été passé au basket qui m'a permis en fait de le passer également en dehors, d'où la création de l'association. Donc oui, je parlerai plutôt de leadership. Ouais. Et quelle définition donnez-vous du leadership ? Le leader, pour moi, c'est un meneur. Donc il y a plusieurs formes de leadership, puisqu'il y a des meneurs qui sont beaucoup plus vocaux, il y a des meneurs qui sont dans l'action, également, il y a des meneurs qui sont dans le geste. Ce que je dis par là, c'est qu'il y a plusieurs formes même d'éloquence. L'éloquence par la voix, l'éloquence par le geste. Il faut juste être éloquent, à mon avis. Je ramène l'éloquence au leadership et je pense que c'est pas non plus donné à tous de mener un mouvement ou de guider, on va dire, un individu ou un groupe d'individus vers un objectif donné. Mais c'est vrai que pour moi, ça a été le cas. Le basket a pu révéler ça en moi. Et c'est intéressant ce que vous dites parce que vous parlez des qualités d'un leader. Mais aujourd'hui, quelles seraient selon vous les qualités morales, les valeurs morales qu'un leader doit avoir et doit inculquer ? Les valeurs morales. Pour moi, il faut de l'honnêteté, il faut de la bienveillance, il faut du respect également. Je pense que ces trois qualités-là sont importantes. Qu'est-ce que je rajouterais avec ça ? De la loyauté et aussi détermination. Et dans le sport à haut niveau que vous avez pratiqué, ces valeurs pour vous étaient-elles, parce qu'il y a quand même un esprit de compétition. Comment réfléchissez-vous sur à la fois l'esprit de compétition, qui est la loi du plus fort,
tout en restant dans la belle valeur que vous avez donnée à l'instant, la bienveillance? L'appréhension de l'ego, ça passe par ça. Parce qu'on est des êtres humains, la compétitivité passe par moments par l'ego. Donc, c'est-à-dire, tu ne vas pas me battre, je suis meilleur que toi, c'est mon territoire, vous voyez. Et donc, mais à partir du moment, quand on dit l'appréhension, c'est apprivoiser son ego. Enfin, on l'apprivoise, c'est là où les valeurs humaines peuvent ressurgir et prendre le dessus. En parlant d'ego, comment définissez-vous le jeu? Le jeu, donc J-E. J-E. Comment définir le jeu? Je ne pourrais pas répondre à cette question comme ça, c'est trop vague à mon esprit. Et ça me permet de faire la transition. On va faire des allers-retours, mais le jeu J-E vous a permis de fonder, de créer votre association J-E-U, jeu et enjeu. Quel est le lien? Où se place le jeu J-E dans jeu et enjeu? Il est au cœur de l'action. Alors là, je précise quand même que quand on parle de JE, on ne parle pas d'ego, hein. On parle vraiment de l'individu. C'est ce que je voulais C'est pour ça qu'il y a des personnes qui l'utilisent pour juste traduire et définir l'ego. Là, on parle vraiment de l'individu. L'individu au cœur de l'action, puisque nous accompagnons des individus dans leur maturation. C'est ça, votre association en Martinique, donc c'est vous occupez des jeunes entre 13 et 16 ans. Voilà. Pourquoi cet âge-là et quelle est la force à ce moment-là, parce que c'est quand même une étape importante dans la vie, cette construction de la personne, non pas de l'individu, mais de la personne, selon moi. Êtes-vous d'accord et quelle différence faites-vous entre personne et individu? Je ne saurais pas répondre. Parce qu'un individu, est-ce que pour vous, un individu, ce ne serait pas une personne lambda? Et une personne, c'est finalement un individu que vous identifiez. Possible, oui. Parce que dans votre association, tous les jeunes dont vous vous occupez, vous les identifiez parce que vous voyez, vous êtes spécialiste de la performance, coach en performance, est-ce que vous voyez une certaine, une potentielle performance dans tel ou tel jeune que vous rencontrez et que vous aidez à grandir? Alors, il y a beaucoup d'informations en fait qui sont données en même temps, donc j'essaie d'intégrer. Déjà, effectivement, quand on parle d'individu et personne, ça m'a fait réfléchir, puisque l'autre définition de personne, c'est rien. En fait, donc c'est pour ça que quand je dis rien, c'est l'absence au final d'individu, si on peut dire ça comme ça. Donc c'est pour ça que pour moi, ça dépend où on se positionne. Oui. Ensuite, la question, c'était par rapport à l'association en termes de productivité. Tu peux répéter? Les potentielles performances que vous voyez dans tel ou tel jeune dont vous occupez et que vous faites grandir. Alors, performance, c'est un grand mot. On parle de potentiel, en fait, à cet âge-là. Donc, on parle de potentiel. Oui, on décèle des potentiels... même de leadership aussi, c'est chez certains jeunes. Et en l'occurrence, par exemple, cette année, le responsable des opérations, c'est un jeune que j'ai pu accompagner sur la première année, qui a aujourd'hui 17 ans. Et notre responsable digital, c'est une fille que j'ai accompagnée aussi l'année dernière et qui a aujourd'hui 16 ans. Donc en fait, et si ces deux enfants-là sont à ces postes-là, enfin ces deux jeunes, ce sont plus des enfants, sont à ces postes-là aujourd'hui, c'est parce que justement ils avaient des facultés que d'autres n'avaient pas en termes de responsabilisation, de leadership, de créativité, même de réflexion par rapport justement au programme et à la tâche donnée. Alors, en parlant des programmes et à la tâche donnée, est-ce que vous pouvez présenter en effet votre association? Oui. Alors, Jeu et Enjeu est une association qui œuvre pour la jeunesse martiniquaise. Nous sommes martiniquaises aujourd'hui, c'est-à-dire on est basé à la Martinique aujourd'hui, mais peut-être qu'il y aura une antenne à Paris bientôt. Nous œuvrons donc pour la jeunesse, mais nous proposons donc des stages de développement personnel juvénile. Donc le développement personnel, comme j'aime à le dire, c'est souvent un concept réservé à l'adulte, mais que j'ai voulu personnalisé pour le jeune, parce que selon moi, il n'est jamais trop tôt pour apprendre à se connaître. Donc, qu'est-ce qu'il y a dedans, dans ce stage? Il y a donc 8 ateliers, 5 ateliers éducatifs et 3 ateliers sportifs. Ce sont des ateliers qui sont quand même inédits et peu communs.
donc parce que ils sont peu connus, en fait, peu communs parce que peu connus. Comme par exemple la méthode 3C, où souvent il faut que j'explique. C'est une méthode donc de relaxation qui favorise le calme, le contrôle le calme, le contrôle et la concentration. Donc voilà, pour donner un exemple. Mais ça fait donc ça fait 4 ans que nous menons cette activité qui m'enchante au plus haut point. Il y a d'autres programmes qui vont être lancés très prochainement parce que au fur et à mesure, je constate qu'il est effectivement fondamental d'accompagner les jeunes, mais il est capital d'accompagner les parents. C'est super ce que vous venez de dire. Il est fondamental d'accompagner les jeunes, mais capital d'accompagner les parents. Ce sont des synonymes, mais ils ne sont pas choisis par hasard. Alors expliquez-les-nous. Parce que fondamental, fondation, effectivement, là on est sur la base même de notre mission associative, la jeunesse. Mais par contre, pour accompagner la jeunesse, bien sûr, il faut se concentrer sur eux, mais en fait, on a constaté qu'il était aussi capital d'accompagner les parents. C'est-à-dire qu'on est obligé de se concentrer également sur leur environnement direct et sur la personne qui a autorité sur eux de façon directe, donc les parents. Donc souvent, bien sûr, ce type de programme-là va bien sûr plus intéresser la maman, mais on est aussi les parents, les papas sont bien entendu les bienvenus. C'est intéressant, Sandrine, ce que vous dites, parce que la concentration aujourd'hui, vous comme moi, on travaille au service de la jeunesse, de la nouvelle génération. Je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire qu'il y a beaucoup de manque de concentration aujourd'hui dans la jeunesse. Oui. Comment expliquez-vous, sociétalement parlant, ce manque de concentration? Parce qu'il y a trop de distractions. Oui. Ça va de pair. Oui, mais alors, s'il y a trop de distractions, déjà, pourquoi y a-t-il trop de distractions? Et dans votre programme, comment les aidez-vous à se recentrer? Parce qu'il y a en enlevant justement les distractions, comme par exemple le téléphone. Oui. On est obligé de, à un moment donné, les amener à déjà se concentrer sur une tâche à la fois. Donc on réduit les tâches à effectuer et puis aussi les parasites, comme le téléphone. Et encore, votre programme est-il, j'ose utiliser ce mot-là, révolutionnaire dans le sens qui, oui, mais vraiment, je le pense, vraiment, pour en avoir parlé avec vous en amont. Merci. Merci pour ce mot. Mais c'est vrai que je dirais peut-être plutôt unique, parce que par exemple en Martinique, on est les seuls. Sur le sol hexagonal, donc en France hexagonale, je n'ai pas connaissance, mais peut-être que ça existe, mais je pense qu'on est une minorité au final à se concentrer sur la jeunesse en proposant des stages de développement personnel. Pour moi, les jeunes, c'est l'avenir de ce monde, en fait. C'est l'avenir de demain, donc certes, effectivement, il faut se concentrer sur les adultes et la chaîne de production, mais en fait, demain, ce sont les jeunes qui vont prendre ce relais, donc il faut se concentrer sur eux, il faut les accompagner. Et justement, quand on parle de distraction, il y a beaucoup. Là, je pense notamment aux réseaux sociaux, où les jeunes donc, accueillent un certain nombre d'informations, parfois malgré eux, qui sont parfois vraies, mais qui sont parfois fausses. Et c'est à nous de justement remettre le curseur là où la vérité existe. Vous avez une très grande responsabilité pour la jeunesse d'aujourd'hui, monde de demain, comme vous le dites si bien. Dans le mot responsabilité, il y a le mot réponse. Mm-hmm. Quelle est la réponse qu'attendent les jeunes de vous? Ça dépend du jeune, ça dépend du besoin avec lequel il arrive. Parfois, il y a beaucoup de jeunes qui ont besoin de regain de confiance en eux. Il y a des jeunes qui cherchent un lieu d'apaisement, c'est-à-dire un lieu dépourvu de concurrence et de compétition. Parce qu'il faut savoir que à partir du moment où le jeune même rentre à l'école, il est sujet à la compétition, à la concurrence avec les autres élèves, qui est le premier, qui est le dernier de la classe. Enfin, il y a souvent un classement. Pareil, lorsque le jeune fait une activité sportive, on parle de sport santé, mais en fait, c'est pas comme ça que le sport est présenté dans les clubs de sport. Il est présenté comme un atout, un outil de compétition. Donc, tous les week-ends, souvent, il y a le match de basket, il y a le match ou la rencontre sportive. Et donc là, encore une fois, le jeune est sujet à de la compétition et de la concurrence. Et donc, se retrouver dans un lieu dépourvu de cela, où en fait, je vous demande juste une chose, d'être concentré sur votre
évolution, sur votre élévation. C'est tout. Ne regardez pas le voisin, chacun aura sa vitesse de croisière. Ça, c'est nouveau. Et ça apaise. Je le vois encore cette année. Il y a une maman qui m'avait averti que sa fille était quand même, avait un comportement déviant. Dans mon environnement à moi que j'ai, donc que je leur propose, elle reste dans la lignée de tous, parce qu'elle n'est pas souvent, la compétition et la concurrence amènent les individus ou les personnes à dévier. Oui, mais vous venez de faire une distinction, je voudrais qu'on revienne dessus, sur évolution et élévation. Quelle distinction faites-vous ? Alors, pour moi, on parle d'évolution, donc en fait, on part d'un point A, on arrive à un point B, mais effectivement, c'est sur une chaîne croissante. Élévation, pour moi, c'est l'étape d'après, en fait. Donc, du coup, moi, c'est la distinction que j'en fais. Quelle est votre distinction ? Et en fait, c'est intéressant parce que je pense, alors, évolution, moi je dirais évolution comme vous le dites, hein, vous partez d'un point, vous allez au point Z, enfin voilà, il y a une... Mais élévation, je dirais plus que c'est une élévation de l'âme, de l'esprit, de l'intellect. Spirituel, tout à fait. Ouais. Et les deux vont de pair, je pense. Les deux vont de pair, c'est vrai. Et les deux vont de pair, et de ce fait, je pense qu'il y a aussi cette idée d'avoir confiance, vous redonnez aux jeunes la confiance en eux. Dans la compétition, on parlait de compétition, de concurrence. Il n'y a pas, Sandrine, et vous êtes très bien placée pour le savoir en tant qu'ancienne basketteuse de l'équipe de France, il n'y a pas de compétition sans victoire et sans échec en finalité. Comment aujourd'hui, aux jeunes dont vous vous occupez, vous leur faites prendre conscience de ce qu'est une victoire et de ce qu'est un échec ? Alors de ce qu'est une victoire, c'est beaucoup plus facile de ce qu'un échec. Mais comment leur faites-vous comprendre et vivre ce sentiment d'échec qui, pour certains, pourrait être très difficile à vivre ? Alors là, c'est plutôt sur les séances de psychologie où ils ont des entretiens individuels avec la psychologue et ils soumettent leurs préoccupations. Donc, si c'est une préoccupation qu'ils ont au niveau de l'échec et la gestion des échecs, la psychologue, effectivement, fait le travail où elle apaise, en fait. Il faut apporter... Il faut, comment dire, il faut relativiser parfois ce qu'on appelle échec. Et donc, comme l'a dit Nelson Mandela, on apprend, en fait, beaucoup. Donc, on essaie justement d'inculquer ça aux jeunes dès à présent. Parce que parfois, lorsqu'on reste bloqué sur le résultat, on ne comprend pas tout le processus, tout le mécanisme qui a été mis en place pour arriver, ne serait-ce qu'à cet instant-là donné, et donc tout l'apprentissage qui vient avec. Et donc on repart sur justement ce process-là qu'il est important à intégrer. Et dans votre propre carrière sportive, le premier échec que vous avez eu, comment l'avez-vous vécu intérieurement ? Est-ce que vous étiez préparé comme maintenant vous le faites si bien, vous préparez ces jeunes en tout cas vous leur faire comprendre ce qu'est un échec? Non, je pense que j'étais dévastée la première fois où j'ai vu. Alors d'ailleurs, échec pour moi, encore une fois, c'est relatif. Hein, de quoi parlons-nous? Est-ce que c'est juste perdre un match ou donc une bataille ou la guerre? Enfin voilà. Je me rappelle, je pleurais. C'était en plus, on va dire, une rencontre à enjeu. Donc voilà. C'était effectivement difficile à cet âge-là. Il n'y a pas. J'aime beaucoup cette phrase d'Hegel, du philosophe Hegel, qui dit « Rien de grand ne se fait sans passion ». C'est très juste. Aujourd'hui, comment redonnez-vous ou faites-vous comprendre, même redonnez-vous la passion de vivre à des jeunes qui ont perdu parfois sens à la vie? J'ai pas encore été face à ce cas-là. Parce que tous les jeunes que j'ai pu accompagner jusqu'à présent n'étaient pas à cet extrême où il fallait leur redonner goût à la vie. Mais si c'était le cas, je pense qu'il aurait fallu faire tout un travail, on va dire, en revenant sur leur passé, l'historique et de ce qui a coincé, c'est-à-dire du moment où ils ont perdu goût à la vie, leur remémorer les bons moments qu'ils ont pu passer également, et de mettre en balance. Et souvent, en fait, ce qu'on rend compte, c'est que c'est
un moment en fait qui a fait en sorte qu'ils perdent goût à la vie contre les 10 000 autres moments qui finalement en fait leur ont permis de se sentir aimés. Donc c'est ça en fait. Encore une fois, on remet tout en balance, en perspective. Je voudrais vous poser une question, Sandrine, en tant qu'ancienne basketteuse de l'équipe de France, et je voudrais réfléchir avec vous sur la place de la liberté dans le sport. Place de liberté dans le sport, parce que vous êtes dans un sport collectif. Quelle est la place de la liberté individuelle dans le collectif? Quelle est la place de la liberté individuelle dans le collectif? Elle est minime. Elle est minime, mais tout dépend du statut. Voilà. Donc déjà, quand on est dans un collectif, on a un faisceau d'agissement restreint. Maintenant, en fonction du statut dans l'échelle hiérarchique, on peut avoir un peu plus de place. Vous venez de parler de la liberté individuelle dans le collectif. Comment rester soi-même en jouant en collectif? Il faut bien se connaître. Il faut bien se connaître et être en accord avec qui on est. Ça, c'est important parce qu'encore une fois, lorsqu'on fait partie d'un collectif, que ce soit une équipe de 10 ou une société de 60 millions de personnes, il faut être très aligné et en phase avec qui on est pour pouvoir assumer derrière toutes les conséquences que être soi-même peut engendrer. Par exemple, quelqu'un qui aime se mettre, je prends un exemple bidon, du fard à lèvres, du rouge à lèvres au quotidien, forcément, à partir du moment dans une société ou dans un groupe, un collectif, ça peut poser problème. On peut avoir derrière des remarques, mais pourquoi tu fais différemment que la majorité? Mais il faut être aligné, il faut être en accord avec qui on est pour justement derrière pouvoir s'exprimer, exprimer son être pleinement. Voilà, ça c'est important. Et le basket... Et être libre, du coup, de faire ce qu'on veut. C'est ça. À partir du moment où ça ne contrecarre pas le respect qu'on doit avoir sur le champ d'action des autres. On parle souvent du sportif comme un artiste. Il y a l'art du sportif. C'est vrai, bien sûr. En quoi le basket est-il un art? Déjà, c'est un art parce que c'est un moyen d'expression, pour commencer. Et c'est vrai que au final, tout ce qui relève de l'art reste quand même assez unique et peu accessible à tous. Et c'est le cas. Tout le monde ne peut pas jouer au basketball. Moi, je pourrais jouer ou pas? Je sais pas. Après, il y a jouer et il y a performer à haut niveau. Voilà, ça dépend. Écoute, tu fais extrêmement bien la transition. C'est énorme parce que tu viens de dire. Quelle définition donnes-tu de jouer? D'une manière générale? D'une manière générale. Et après, vas-y, d'abord d'une manière générale. Ouais, le jeu, c'est du ludique, donc c'est s'amuser autour d'une activité ludique, donc marrante, voilà. Et jouer au basket? Oui, on s'amuse à la base, hein. Quand on commence cette aventure basket, c'est un amusement avec, c'est de la camaraderie où on aime faire ce qu'on doit faire. Donc que ce soit justement jouer aux échecs où j'aime stratégiquement poser mon cavalier ou autre, que jouer au basket où j'aime passer la balle à ma coéquipière, marquer un panier, etc. Que recherches-tu dans le sport en général? Je te pose cette question parce que je cite Einstein, ça va peut-être t'aider. Il souligne que le jeu est la forme la plus élevée de la recherche. Bien sûr, la recherche de soi. Oui. Bien sûr, bien sûr. Je pense qu'effectivement, j'ai voulu me trouver à travers le basket. Alors, je précise le basket, pas le sport. Je suis pas une sportive, moi. Je vais pas courir un marathon demain. Donc, c'est ce que j'essaie de me trouver, qui j'étais, et voilà. C'est fou parce que tu viens de dire. Je ne suis pas sportive, je suis basketteuse, je ne suis pas sportive. Le basketteur, la basketteuse que tu es n'est pas sportive. Le basket n'est pas... tout dépend du prisme. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis que je ne suis pas une sportive, parce que je pratique que du... Alors j'ai pas pratiqué que du basketball, mais en tout cas pour pouvoir maîtriser cet art, je ne pourrais dire que je suis basketteuse.
Voilà, même si j'ai fait de l'athlétisme, j'ai fait de la danse, je fais du tir à l'arc, j'ai fait de la GRS aussi par le passé, je ne me considère pas comme sportive. Je n'aime pas faire, par exemple, de trail, il y a plein de choses que je n'aime pas faire dans les différentes activités physiques proposées aujourd'hui. Je ne m'inventerai pas, je ne me citerai pas comme étant une sportive, non. Peut-être dans ce sens-là. Et donc, si comme tu te considères pas comme sportive dans ce sens-là, comme tu viens de dire, je voudrais quand même te poser une question. Ce sera bientôt la fin de l'interview, et j'avais beaucoup d'autres questions à te poser, mais la place de la limite du corps dans le sport de haut niveau. Elle est dépassée. Le sport de haut niveau brutalise le corps. Ce n'est pas humain ce qu'on fait. On repousse nos limites constamment. On est borderline sur des blessures parfois même handicapantes. Il y a des gens qui, derrière, en fin de carrière, doivent se poser un implant, par exemple. Donc, on pousse nos corps dans des retranchements parce qu'on aime ça. Donc, on n'aime pas la blessure, hein, c'est pas ce que je dis, mais c'est vrai qu'on aime l'excellence. C'est effectivement une action qui est démesurée. Quelle est la limite de l'excellence dans le sport de haut niveau ? Qu'est-ce que tu veux dire par quelle est la limite de l'excellence dans le sport de haut niveau ? Parce que tu viens de dire l'excellence, on tend vers l'excellence. On tend à l'excellence. Tous les sportifs veulent gagner, veulent aller au plus haut possible. Et il y a une limite peut-être. C'est-à-dire jusqu'où un sportif peut-il aller sans se détruire ? Peut-être. Il ne faut pas faire de haut niveau. Faut pas faire de haut niveau. Vous pensez que Parce que le risque est entier. À partir du moment où on s'engage dans du haut niveau, selon moi, on n'a pas le choix que de se donner entièrement à cette activité. Parce qu'on est. Alors là, c'est peut-être moi qui le vois comme ça. Quand je m'engage dans quelque chose, je m'engage sérieusement et je m'engage corps et âme, limite. Donc, du coup, et c'est sûrement pour ça aussi que j'ai eu tous les bons résultats que j'ai pu recevoir. Mais je ne vois pas les choses à demi-mesure. Parce que moi, je recherche l'excellence. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, en fait, c'est soit je fais du haut niveau et je vise l'excellence, ou alors je ne m'engage pas dans le haut niveau. Parce que de toute façon, il y aura des conséquences donc sur mon corps. Ce sera ma dernière question, Sandrine. L'engagement. Vous occupez dans votre association Jeux et Enjeux en Martinique de tous ces jeunes d'entre 13 et 16 ans. Aujourd'hui, l'engagement fait peur pour la jeunesse. Elle fait peur parce que ils ont peur de ne plus être libres, ils ont peur de toutes les contraintes que peut avoir l'engagement. Selon vous, en quoi l'engagement permet-il d'être libre ? Une chouquette ? Non. C'est une très bonne question parce que c'est ce que je ressens aussi en quelque part. C'est-à-dire que, par exemple, prenons les relations. Prenons les relations. Quand je suis sur une relation, on va dire sérieuse, où on s'est tous les deux engagés dedans, je me sens effectivement libre. Alors libre, c'est une forme de liberté où là, on va dire, il n'y a plus de limite en fait à nos champs d'action. A contrario, lorsqu'on n'est pas sur un engagement sérieux, et c'est vrai que ça va très à l'inverse de la majorité. Je suis totalement consciente, mais je suis différente, je l'assume. Alors que lorsque justement on n'est pas sur un engagement, on va dire, sérieux, ça me limite dans mon champ d'action et dans mon champ des possibles. Par exemple, on n'est pas sur un engagement sérieux dans une relation, je ne vais pas te proposer d'être partenaire avec moi sur mon association. Non.
on limite le champ d'action, on limite tout ce qu'on peut faire ensemble. Alors que lorsque je suis sur un engagement sérieux, par exemple avec une personne, boum, on réfléchit big, on est sur quelque chose de beaucoup plus ambitieux. Par exemple, quand je prends juste au niveau business qui peut parler à tout le monde. Oui. Voilà. Merci infiniment Sandrine de m'avoir reçu. Avec Merci pour plaisir. la profondeur de votre réflexion. Avec plaisir. Avec le regard de la grande sportive que vous avez et puis surtout le regard du leadership que vous avez avec toutes les actions, tout ce que vous menez. En tout cas, je vous souhaite vraiment beaucoup de succès dans tout ce que vous entreprenez. Merci vous Manuel. le méritez entièrement et vraiment sincèrement. Merci. Beaucoup. Les amis, merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, joyeux Noël, et j'aurai l'occasion de vous présenter mes vœux plus tard, mais en tout cas, joyeux Noël, merci beaucoup pour votre fidélité, à très bientôt, et surtout, à l'année prochaine en 2025. Des bisous. À très bientôt. Ciao. Ciao. Et moi, je prends une chouquette. C'est bien. Bon appétit. Merci.